Ok, ça c'est fait. Ok, donc pour ceux qui n'en ont jamais fait encore, l'objectif, c'est qu'on ait le maximum d'interactions, que vous me posiez vos questions, qui vont vous profiter et qui vont profiter à tout le monde. Parce qu'en général, une question que vous posez, on a peut-être répondu, mais c'est une question que d'autres personnes peuvent être amenées à se poser. Donc, c'est toujours intéressant. Alors, on va commencer. Qui c'est qui veut commencer par rapport à sa question? Moi, je te l'ai envoyé dans le chat et on en a parlé vite fait ce matin. C'était comment gérer la pause des vacances. Je pense que c'est d'actualité. Ouais. Alors, comment gérer lorsqu'on est en vacances? En fait, bah, la gestion elle va être différente entre chaque personne. Entre l'objectif de quelqu'un qui commence juste, ou quelqu'un qui a commencé il y a plus d'un an, ça va pas être la même réponse. Bon, admettons que vous avez tous commencé depuis plus de 2-3 mois, et vous avez déjà réalisé une belle évolution. L'objectif des vacances, ça va pas être de tout sacrifier et de s'arrêter. Parce que le risque de s'arrêter à ce moment-là, c'est de ne pas avoir la motivation de reprendre, c'est de revenir en arrière et que ça nous démotive. Donc, pour tous les gens qui ont commencé depuis 2-3 mois, l'objectif, c'est si c'est une semaine de vacances, c'est pas très grave, mais c'est d'être actif durant ces vacances et de calculer un peu ses calories pour rester sous une fourchette ou dans une fourchette qui va vous permettre de stabiliser votre poids, d'autant plus que pendant les vacances, pour la plupart, vous allez être plus actif. Vous allez aller au marché, vous allez marcher, vous allez aller à la plage. Donc, ça ne posera pas de problème. Par contre, si tu ne calcules pas tes calories et que tu fais glace sur glace, pizza, alcool toute la semaine, tu vas revenir, tu vas être fatigué et tu vas avoir repris du poids. Pour les gens qui ont déjà atteint leur objectif ou que je coche depuis plus de 6 mois. C'est pas une semaine dans l'année qui va changer la donne. D'accord? Donc, prenez votre petite semaine de relâche et juste restez actif et contrôlez un peu ce que vous mangez pour ne pas être malade. Voilà, c'est pas grave, même si vous prenez 1 kilo à ce moment-là, vous aurez toutes les autres semaines pour revenir au poids. Si les vacances, c'est 3 semaines à l'étranger. Bah, après, quand les vacances, elles durent une semaine ou 2 semaines, c'est facile à gérer. Mais quand il y a plus de 2 ou 3 semaines de vacances, bah là, automatiquement, c'est quand même compliqué de s'arrêter complètement en termes d'entraînement. Sinon, quand vous allez revenir, vous allez avoir plein de courbatures, vous allez perdre le rythme. Donc, ce qu'il faut au moins faire, c'est un programme poids du corps que je vous ai envoyé ou des hits, au moins si vous avez zéro matériel. Ou souvent, si vous avez une petite salle à l'hôtel, c'est d'essayer de se faire au moins 2 séances dans la semaine, puis après, bien marcher, nager, tout ça, et ça passera. Mais 3 semaines, c'est quand même long. C'est quand même très long pour des gens qui débutent. Même moi, même des gens qui s'entraînent depuis des années, je ne couperai pas 3 semaines. Parce qu'à mon retour, sinon, j'ai pas envie d'être trop épuisé, d'avoir perdu de la masse musculaire, d'avoir repris du gras. Et en plus de ça, j'aime m'entraîner. Donc, ça fait du bien quand même. Au moral, ça fait du bien au corps. Et le risque, c'est de revenir et avoir vraiment du mal à s'y remettre parce que vous allez faire votre première séance, vous allez avoir des courbatures pendant 3 jours. Ensuite, vous allez avoir du mal à reprendre vraiment le rythme. Donc, c'est pas l'idée. Après, à part pour les gens qui vont, je sais pas, par exemple au Japon, j'en ai qui sont allés au Japon, qui vont dans des endroits, et là, ils vont pas s'entraîner, c'est sûr. Mais bon, ça, c'est une fois vraiment par an ou une fois tous les 2-3 ans, donc c'est quand même assez rare. Est-ce que j'ai bien répondu, Natacha? Ok. Donc, au niveau des questions, donc on avait parlé de la marche. Est-ce qu'il faut faire de la marche en cardio? Mais ça, j'y ai répondu la dernière fois sur le canal. Donc, on va être sur d'autres questions. Donc, le métabolisme, comment faire pour le relancer? Donc, en fait, le métabolisme, il faut le voir comme un feu. Donc, au début, c'est une petite flamme. Si tu commences à mettre trop de charbon dessus, tu vas l'étouffer. Pouf. Et au final, ça veut dire que si tu as un petit métabolisme, tu commences à trop manger, bah, en fait, il ne va pas soit augmenter spécialement, mais c'est surtout que tu vas créer des excédents caloriques trop importants. Tu vas avoir plein d'énergie, mais tu vas prendre du gras. Donc, il faut y aller progressivement, rajouter un tout petit peu plus progressivement. Et une fois que la flamme elle est bien lancée, là, on peut manger beaucoup plus et ton métabolisme, ensuite, il va dépenser plus de calories.
Donc, l'idée pour relancer un métabolisme quand on commence, c'est quand même de manger un peu plus que ce que vous avez. De toute façon, ce que vous allez manger en plus, ça ne va pas nécessairement vous faire prendre du poids parce que ça va vous donner plus d'énergie et la capacité à vous entraîner plus dur. Et de toute façon, vous mettez en place du sport à ce moment-là, ce que vous n'avez pas avant, ou en tout cas pas de la bonne façon. Donc, même si vous mangez un peu plus pour relancer le métabolisme, vous allez quand même perdre du poids parce qu'il y a une amélioration de vos macros, de la qualité de vos entraînements. Non. Faut-il faire des squats pieds nus? Est-ce que les professionnels le font pieds nus? Non. Est-ce que les gens au foot, ils jouent pieds nus? Si on pouvait jouer pieds nus, je pense pas que la FIFA, elle l'autorise pas. Donc non, il faut pas faire pieds nus. Souvent, les gens, ils se mettent pieds nus parce qu'ils ont pas des chaussures adaptées. Il faut mieux être pieds nus que d'avoir des chaussures inadaptées. Il y a eu quand même la mode de tout ce qui est minimaliste. Attention, on en revient. J'ai pas dit que c'était pas bien, mais on en revient. J'ai jamais vu aujourd'hui de champion olympique faire beaucoup de minimalistes, en fait. Même s'il y en a qui le font, mais Usain Bolt faisait pas en minimaliste. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt, hormis si on n'a pas des bonnes chaussures. On peut avoir un meilleur contrôle au sol, mais souvent, en plus, on peut glisser. Donc, il y a plein de vidéos sur Internet de gens qui sont pieds nus, qui transpirent et qui vont glisser sur la plateforme. Et du coup, tu peux te faire mal avec 200 kilos sur le dos. Hum, ouais, bah, après, Aurélie, on va en répondre à ça progressivement. Parce que je ne crois pas encore que toi, tu aies reçu l'e-book de flexibilité, parce que tu viens juste de commencer. Donc, tu auras un e-book avec plein de recettes et tu pourras mettre en place toute la flexibilité. Donc, ça ne posera pas de problématique. Au début, je demande d'avoir des repas quand même assez, toujours les mêmes, quoi, codifiés, pour pouvoir faire des adaptations, voir si vous ballonnez pas, si en termes de digestion, c'est bien, en termes de fatigue, ça va, et surtout pour savoir si on est bien en déficit. Si on mange trop souvent de la même chose, on va avoir du mal à bien calculer. Ok. Euh, alors, le mythe de travailler les muscles en longueur ou en largeur pour rester féminine, ça n'existe pas, hein. Donc ça, c'est des mythes, hein. Ça, c'est de la mauvaise éducation. Donc, un muscle, c'est simple. On va faire un exemple. C'est mon bras. Le biceps, il est attaché ici. On va pas, et il va être attaché là, par exemple. Bah, quand il se raccourcit, il fait contracter. Ok, tac. Euh, Son potentiel de développement, il va dépendre de la longueur. Donc, en particulier, si je fais ça, tu vois, ici, il n'y a pas trop de muscle. C'est vraiment du tendon. Et ici, c'est du tendon. Donc, le potentiel de développement, il est vraiment là. Plus on va avoir le tendon court, ici et ici, plus on a la capacité à faire grossir un muscle, d'accord? Grossir comme ça. Donc, on ne peut pas l'allonger parce qu'ici, c'est du tendon, hein. Donc, on ne va pas allonger ça. Donc, ça dépend de la morphologie. On t'entend plus, Sébastien, là. Tu as coupé ton micro, je crois. Ok. Ouais, je crois que ça a été en pause. Donc, je ne sais pas jusqu'où, quand c'est que ça a coupé. Donc, en gros, c'est pareil pour vos cuisses. Plus vous avez un potentiel tendineux faible, plus vous avez potentiel de développement. Attention, les tendons, c'est intéressant. Parce que si on a des longs tendons sur les mollets, ça retransmet bien l'énergie cinétique. Tu seras plus performant sur la course, mais tu seras moins fort. Donc, est-ce qu'on peut allonger ou pas un muscle? Non. Est-ce qu'on peut le rester féminin? Ça dépend de ta génétique, donc tu peux rien faire. Et, et un muscle va naturellement plus facilement grossir lorsque il a un volume musculaire plus important et peu de tendons. Donc, est-ce que on peut allonger un muscle? Non, voilà, pour les femmes. Et est-ce qu'on peut avoir peur de prendre la masse musculaire? Non, parce que vraiment, pour prendre la masse musculaire, il faut s'entraîner longtemps à des grosses intensités. Donc, au début, ce qu'on veut surtout, c'est perdre du gras tout en maintenant déjà la tonicité. J'espère que vous m'entendez toujours. Quelqu'un peut me dire si c'est OK dans le chat? OK. Comment gérer les événements sociaux, les apéros, sans culpabiliser, sans compromettre ses objectifs? Bah, c'est toujours pareil, c'est une question d'être raisonnable. C'est de se faire plaisir, mais quand on se fait plaisir, tout de suite, on fait un peu de sport avant, après, et puis le lendemain, on reprend correctement l'alimentation. Ça pose pas de problème. La grosse problématique, c'est les gens qui se font plaisir vendredi soir, samedi midi,
Dimanche soir aussi, toi, ça fait 3-4 jours où ils mangent beaucoup trop de calories d'un coup. Donc, s'ils ont été actifs dans le week-end et s'ils ont un bon métabolisme, ça va passer. Mais sur le long terme, ça ne passera pas. Donc, déconstruire les idées reçues sur l'alimentation, par exemple, les cerises trop sucrées. Alors, pas de féculents le soir. Ça, c'est vraiment une idée reçue. Ça pose pas de problème de manger des glucides ou en tout cas des féculents le soir. C'est plus une question de quantité. Si tu manges des trop grosses quantités, tu vas moins bien digérer, tu vas faire monter surtout la température de ton corps. Et la température de ton corps, ça va être un effet négatif sur certaines hormones qui vont, comme la mélatonine, qui vont participer à un bon sommeil, ou même à l'hormone de croissance, qui va être une hormone qui va te permettre de bien régénérer, d'avoir la jeunesse éternelle, d'avoir moins mal aux articulations, etc. Donc, tu peux couper la sécrétion par pas mal de choses, dont un apport trop important en glucides le soir. Mais un apport en glucides suffisant le soir, ça va te permettre de ne pas avoir faim la nuit, déjà. C'est bien parce qu'il y a des gens qui se lèvent la nuit, qui ne dorment pas bien à cause de ça. Et aussi de faire baisser un peu le cortisol. Et ton cortisol, s'il baisse, bah, c'est plus favorable au sommeil. C'est une question de répartition dans la journée. Alors, expliquer le fonctionnement de la perte de poids, les fluctuations sur la balance, les phases de stagnation. La perte de poids, elle n'est jamais régulière, d'accord? Ça, je l'avais un peu expliqué, mais on a des phases, ce qu'on appelle d'anabolisme, de stockage dans la journée ou de construction musculaire, et des phases de catabolisme, phase d'anabolisme, catabolisme. Donc, ça, c'est des microcycles dans la journée, mais on a aussi on va dire des mésocycles un peu plus importants dans la semaine. On va être sur des jours où on va être un peu plus en prise de poids, et par exemple, des jours où on va être un peu plus en perte de poids. Ça va dépendre de si on s'entraîne, si on a mangé un peu plus, de notre cycle hormonal, de plein de paramètres. C'est pour ça que le poids peut varier. Et chez l'homme et chez la femme, il ne va pas varier pareil parce qu'on n'a pas le même cycle hormonal. Et puis aujourd'hui, les stagnations de poids elles peuvent être aussi liées aux chaleurs, au stress. On ne va pas aller trop dans le détail, hein, si vous voulez, mais sur le sport, pourquoi ne pas faire trop de cardio et pourquoi le cardio ne fonctionne pas réellement pour perdre du poids? Alors que, tout simplement, si ça marchait, tout le monde ferait que ça. Sauf que ça ne marche pas pour deux raisons. Pour bien comprendre, c'est que souvent, déjà, quand on fait trop de cardio, on va avoir plus faim. Donc déjà, ça, c'est un frein. Quand on fait du cardio, pour les femmes et pour les gens de plus de 30 ans, on construit rarement de la masse musculaire. Ça, c'est un frein au métabolisme. Et en fait, chaque cellule du corps va augmenter le métabolisme et va coûter plus cher en maintien. Et les cellules musculaires, c'est ce qui coûte le plus cher au corps pour se maintenir. Alors, j'ai plus les données, mais je crois que c'est 4 fois plus une cellule musculaire que graisseuse. Je ne me rappelle plus exactement. Au kilo de masse musculaire, par exemple, tu vas dépenser sur 24 heures, je dis ça au hasard, je n'ai pas les données en tête là, mais ça va être 100 calories au kilo de masse musculaire, alors que pour maintenir un kilo de gras, ça va peut-être être que 10 calories. Je dis ça au hasard, je ne me rappelle plus les données, mais on peut les retrouver facilement. Et donc, du coup, le cardio, il ne va pas favoriser ça. Donc, imagine bien que, on va faire un exemple chez les animaux, un cheval de course musclé doit manger beaucoup plus pour maintenir son métabolisme, maintenir sa masse musculaire. Il mange beaucoup par rapport à un petit poney qui, lui, n'a pas besoin de trop manger. C'est pareil chez l'humain. Plus tu vas être musclé, plus tu vas te permettre de dépenser des calories. Alors, ce n'est pas non plus énorme, mais par exemple, si c'est 500, 600 calories dans la journée, sur une semaine et sur un mois, c'est assez important. Quand on fait de la musculation, un autre paramètre, après, il y a plein de raisons, mais on va rester sur les choses principales pour bien comprendre, c'est qu'une séance de musculation va dépenser peut-être moins de calories sur le moment, mais par contre, va dépenser plus de calories dans les jours qui viennent par rapport à une séance de cardio, parce qu'il y a plus de destruction cellulaire et il y a un besoin d'adaptation du corps qui est supérieur, de reconstruction. Voilà. Donc ça, c'est bien. Un dernier sujet qui pourrait être intéressant, les hormones féminines. Bon, ça, c'est très compliqué d'en parler parce qu'on peut parler de plein de choses. Mais automatiquement, chez une femme, vous allez avoir différentes phases. Donc, en particulier, on va dire la phase lutéale, dans la phase d'ovulation lutéale et éventuellement le moment où vous êtes indisposé pour
pour la plupart des gens, ça fonctionne comme ça, hormis problème de santé ou des pilules particulières. Et donc, il y a un moment dans votre cycle, mais ça dépend vraiment des gens, tout le monde n'est pas pareil, c'est qu'en général, on va avoir une capacité à s'entraîner avec plus de performance, plus de force à un certain moment, autour de l'ovulation et en phase lutéale. C'est là que souvent vous avez aussi des fois un peu de pic de sucre, envie de sucre, mais ce n'est pas spécialement néfaste, c'est juste que votre métabolisme tourne plus et vous allez être plus forte, plus endurante. Et inversement, pendant votre cycle, lorsque vous êtes indisposé, vous allez perdre entre 15 et 20% de vos performances, liées principalement, pour moi, et selon les retours d'expérience d'athlètes professionnels, à la perte de fer, de nutriments, et donc et aux douleurs éventuelles, manque de sommeil, tout ça, mais plutôt par rapport aux pertes de fer. Donc c'est pour ça qu'il faut bien surveiller ces taux de fer à l'année. Et ça, selon les athlètes professionnels, c'est 15% de performance. 15% de performance, je ne sais pas si tu vois, mais sur une nageuse de 100 mètres, je crois, au JO, c'est en gros la première, elle arrive, et celle qui est indisposée, elle arrive quasiment, je ne sais pas, peut-être 10 secondes après. Et souvent, elles disent pourquoi tes performances elles ont été aussi médiocres, entre guillemets. Elles l'expliquent, je suis indisposé. Voilà, tout simplement. Alors après, il y a quand même des choses à faire pour décaler son cycle pour la compétition olympique ou garder une pilule, ne pas couper la pilule ou autre, mais ça aura quand même un impact négatif sur le long terme. OK. Là, les avis sur le BCA, EA. Donc les BCA, c'est des acides aminés branchés. Donc il y en a plein, mais en particulier, donc on parle de valine, isoleucine et leucine. Donc ce sont des acides aminés que le corps ne sait pas vraiment fabriquer. Donc il nous faut les amener par l'alimentation. Pendant longtemps, on a pensé que les BCA, ils étaient vraiment efficaces pour lutter contre la destruction cellulaire et la fatigue pendant l'effort. Ce qui n'est pas faux, mais ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que les dernières études, elles ont montré que si ton apport en protéines il est bien fait dans la journée, l'impact positif des BCA sera vraiment réduit. Donc, on va plutôt se diriger sur des EA, qui sont aussi des acides aminés, mais avec plus d'EA, plus d'acides aminés, donc l'ensemble des acides aminés nécessaires à notre corps, et apparemment, il y aura quand même plus d'effet sur le côté destruction cellulaire et fatigue. Mais ça, c'est vraiment intéressant que quand on fait du sport à très haut niveau et qu'on est dans une phase de régime important, ça peut favoriser justement le maintien de la masse musculaire pendant l'effort alors qu'on ne mange plus beaucoup de protéines et qu'on ne mange plus assez. Donc en compétition. Quand j'ai fait des compétitions, je l'utilisais. Après, hors compétition, c'est quand même peu utile, ça coûte cher. Les BCA, ça peut être toujours intéressant, même pour les gens qui sont dans vos configurations, parce qu'il y a deux impacts, c'est que souvent, ils sont mélangés avec des électrolytes, donc ça peut favoriser une bonne hydratation durant l'effort. Ça a souvent un petit goût sucré et c'est plutôt agréable. Le cerveau, il aime bien ça quand on s'entraîne aussi. On a plus facilité à s'hydrater. Ça, c'est un peu placebo. Mais par contre, il y a un des acides aminés qui s'appelle, c'est l'isoleucine, qui va passer la barrière hémato-encéphalique et qui va avoir un impact sur la perception de la fatigue durant l'entraînement, positif, un peu comme la caféine. Enfin, c'est différent. D'ailleurs, les BCA ont une bonne synergie avec d'autres compléments, dont la caféine. Donc, ça reste tout de même intéressant. Moi, j'en prends à titre personnel, par habitude, mais si j'en prends pas, ça va pas me changer grand-chose pour les BCA. Mais la plupart, je ne vous recommande pas, c'est une question de portefeuille, de pyramide des compléments où on ne va pas utiliser BCA alors qu'on n'a pas déjà la base et qu'au bout d'un moment, il n'y aura pas d'impact significatif pour vous. Okay. Quitte à évoquer, c'est encore un truc sur les hormones, c'est particulier. Alors, il faut bien alors, le dérèglement hormonal qui va toucher la plupart des gens, d'ailleurs avec les perturbateurs endocriniens, c'est un vrai sujet. C'est pas un sujet sportif, c'est un sujet de société. C'est-à-dire qu'on peut se protéger déjà soi-même contre les dérèglements hormonaux en faisant attention à la qualité de l'eau qu'on consomme, aux perturbateurs endocriniens qu'on peut avoir dans son habitat, comme des bougies senteurs, certains produits ménagers, certains maquillages, certaines huiles, résines qu'on met sur les ongles. Donc ça, il faut se renseigner, mais tout est amené à penser que tout ça, c'est pas terrible. D'accord. Donc ça peut vraiment influencer les hormones. Et donc, du coup, indirectement, la prise de poids, la fatigue,
le sommeil, etc. La plupart des hormones sont directement influencées par votre équilibre alimentaire, votre micronutrition en particulier, parce que c'est important d'avoir certains micronutriments pour optimiser son fonctionnement hormonal, d'où l'intérêt de prendre un multivitaminé, d'avoir un taux de vitamine D quand même qui est assez élevé, et aussi surtout des bonnes graisses dans son alimentation. On va prendre l'hormone mâle, testostérone. Donc, cholestérol, c'est un stéroïde. Donc, le cholestérol va participer aussi à la création, à synthétisation d'hormones dans le corps. Donc, l'alimentation, la micronutrition, ça va vraiment être important pour améliorer sa physiologie. Donc, en bout de combien de temps, c'est variable. Mais en général, là, s'il y a des gens qui veulent en témoigner, des femmes qui veulent en témoigner, vous allez ressentir tout de suite moins de fatigue, meilleur sommeil et surtout une augmentation de votre libido. Et ça, souvent, c'est un signe que tout va mieux. Moins de perte de cheveux, etc. Et ça, c'est vraiment particulier. Déjà, il faut faire une analyse, des analyses sanguines si votre médecin veut bien les faire. Par exemple, si on parle de la thyroïde, qui va avoir un impact sur votre énergie globale, c'est un peu la centrale nucléaire du corps. C'est pas vraiment les centrales nucléaires, parce que les centrales nucléaires, c'est plus les mitochondries, mais ça va directement être influencé par votre vitamine D, votre B9, votre B12. Donc, c'est important, toi, d'avoir une bonne alimentation si tu veux avoir un bon fonctionnement thyroïdien, avoir de l'énergie, bien dormir et perdre du gras. Ok. À quel moment on doit écouter son corps et on doit lever le pied? Alors attention au surentraînement, c'est un mot qu'on entend, mais il n'existe pas vraiment le surentraînement. En tout cas, pour l'atteindre, il faut vraiment être sportif professionnel et s'entraîner énormément de fois. Après, sans parler de surentraînement, vous pouvez être très fatigué. L'utilisation de plus d'alcool, moins bon sommeil, beaucoup de stress, ça peut vous fatiguer et ça peut provoquer des blessures ou des contre-performances. Et à ce moment-là, il faut s'écouter un petit peu, parce que c'est pas parce que vous allez louper une fois que vous allez pas atteindre votre objectif. Par contre, attention aux gens qui s'écoutent trop, parce que du coup, vous n'allez pas passer à l'action. Et je le vois dans les gens que je coach, il y a des gens qui s'écoutent pas assez, je suis obligé de leur dire prends un jour de repos, mais d'autres qui s'écoutent trop et finalement ne font pas les choses. Donc attention, ça dépend du profil de chaque personne et aussi du passé, des blessures, de l'état de santé. Il y a plein de choses qui. Mais bon, faut pas trop s'écouter quand même parce que si on s'écoute, on n'arrive jamais à notre objectif. Il faut être discipliné, faire les choses. Après, évidemment, toi, si tu es plein de courbatures, que tu as des douleurs, etc., écoute-toi. Fais peut-être autre chose qu'une séance de musculation, un peu de cardio, la balnéo, du stretching. Ça peut être aussi bien, mais faire quelque chose. Ouais, parfois, quand on n'est pas motivé, qu'on arrive à faire les meilleures séances. Ouais, parce qu'en fait, souvent, on peut être pas motivé parce qu'on a en tête des choses qui nous perturbent. Mais au final, on fait une bonne séance parce que ça nous fait du bien, ça libère notre cerveau. Souvent aussi, quand on a plus de temps, on va arriver à la salle, mais on est moins dedans, on a du mal à se mettre dedans. Alors qu'il y a beaucoup de gens, quand vous étiez étudiant, souvent, c'est sur la dernière ligne droite qui travaillent et qui sont le plus performants. Et tant qu'il n'y a pas la pression de rendre le dossier, même dans votre métier, tu es moins performant. Oh, j'ai le temps, donc je laisse faire, je passe pas à l'action. Alors que lorsque, par exemple, tu es pressé à faire une séance, tu vas être bien focus, bien concentré, tu vas être efficace dans ce que tu fais. Ça peut peut-être venir de là aussi. Est-ce que c'est OK, Vanessa? Comment? Ouais. Euh, donc, ah oui, bon, sujet, les œufs. Est-ce qu'il faut avoir peur du cholestérol? On entend tout et son contraire. On n'entend pas tout son contraire parce que je crois que c'est le professeur Locktill, je retrouverai ce que j'ai le livre derrière, qui a déjà fait une étude, une investigation sur ça. Donc, il y a un livre qui en parle. Donc, est-ce qu'il faut avoir peur du cholestérol dans les œufs?
Donc, pas vraiment. On peut quand même, il y a plein d'études et même plein de pays où l'alimentation de base, ça peut être l'œuf. Ils peuvent en consommer jusqu'à 20. Il y a des études qui montrent jusqu'à une consommation de 20 œufs par jour et aucune incidence sur le cholestérol. Il y a pas de bon et de mauvais cholestérol, c'est juste une question de transporteur sanguin. La plupart des gens fabriquent du cholestérol, c'est leur foie, et c'est pas tant l'apport alimentaire. Et souvent, ils fabriquent du cholestérol parce que l'alimentation, elle n'est pas bonne, en particulier l'équilibre en acides gras, avec beaucoup trop d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3, une alimentation très acidifiante. Et le corps, il aurait tendance à fabriquer plus de cholestérol pour fabriquer un peu une protection au niveau des artères. Donc, on peut en manger tant qu'on veut. Et en général, toi, tous les gens que je coach qui ont du cholestérol, je leur fais manger plus d'œufs, ils ont peur, ils font une prise de sang 2 mois après, et leur médecin, il est plutôt très content. Et c'est tout, c'est un tout, hein. C'est aussi moins de manger de graisses saturées, par exemple trop de viande grasse, trop de porc, trop de charcuterie, trop de fromage, qui va faire aussi monter le cholestérol. Pas non plus, pas les œufs. C'est d'ailleurs une très bonne source parce que vous allez avoir justement une bonne source pour booster vos hormones, des nutriments très intéressants à moindre coût et avec une pollution moindre aussi. Moins d'antibiotiques dedans, c'est plus facile à contrôler que d'autres élevages. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'enchaîne sur les questions. Comment gérer son alimentation quand on travaille en heures décalées dans la semaine? Bah, là, ça concerne quand même pas mal de gens. En particulier, le travail de nuit, c'est pas évident. Ça dépend après si vous avez des enfants ou pas à vous occuper, si vous pouvez vous offrir une vraie nuit de sommeil ou un vrai repos. Donc, bon, là, c'est particulier. Je pense que je répondrai personnellement à chaque personne s'il y a besoin. Parce que l'idée, c'est quand même de manger de façon fragmentée, ne pas sauter des repas, de manger un peu avant d'aller se coucher pour passer une bonne nuit et se réveiller, déjeuner immédiatement pour se réhydrater, euh, retrouver de l'énergie, avoir un apport en protéines suffisant et sécréter ensuite certains neurotransmetteurs qui vont être bons pour votre cerveau, pour votre énergie. Alors, il y a des débats. Charge lourde et peu de reps pour prendre du volume contre charge lourde. En fait, est-ce que le lourd ou le pas lourd peut avoir un impact sur le volume ou pas le volume? Ça, c'est pareil, c'est des choses qui ont été mal comprises dans les années 80, 90, qui n'existent pas vraiment. Il n'y a pas vraiment d'entraînement pour le volume, l'entraînement pour le muscle, ou d'entraînement pour la perte de gras. Ce qui compte, c'est d'avoir des cycles cohérents, comme je vous le fais faire dans votre entraînement, pour progresser. Quand on parle de volume, c'est qu'une cellule musculaire, elle va être composée donc de la membrane, du noyau, et dans la cellule, il va y avoir plein d'éléments. On ne va pas rentrer dans les détails. Et là, on va parler d'éléments énergétiques à l'intérieur. Quand on s'entraîne en musculation, au bout déjà de quelques semaines, on va avoir notre potentiel énergétique de la cellule qui va gonfler, entre guillemets. Donc, mais dès qu'on s'arrête, ça dégonfle en fait. D'où le mot un peu de la gonflette peut-être en musculation. Ce qui fait qu'on a une bonne congestion, on gonfle un peu à l'effort. Quand vous faites les fessiers, vous avez les fessiers un peu plus galbés. Quand vous faites les bras, vous avez les épaules un peu plus congestionnées. Déjà, ça c'est limité dans le temps. Ça va durer que quelques minutes, voire quelques heures. Mais il va y avoir ce potentiel énergétique. C'est pour ça que si on s'arrête pendant 2-3 semaines, on a l'impression de s'aplatir. Et quand on revient, d'avoir du mal en termes de force et d'endurance de force. Mais dès qu'on s'entraîne 2-3 jours, ça revient. Donc, ce qu'il faut, pour progresser au maximum, c'est s'entraîner avec une tension, donc une charge suffisante, et avec un temps sous tension suffisamment fait de fois. Et en fonction de ce qu'on veut travailler, la force, le développement ou certaines habiletés physiques, on va avoir sur des ratios différents, aussi en fonction de notre niveau et de notre niveau et du type de mouvement. Quelle ressource en musculation contre l'œdème et contre l'insuffisance veineuse? Bon, on va dire les jambes qui gonflent parce que là, on est dans le domaine médical. Contre les jambes qui gonflent, la meilleure chose quand même, c'est l'activité et la marche. D'accord. Il peut y avoir de la supplémentation qui peut aider à améliorer un peu la circulation, mais l'activité, la marche en particulier, d'avoir un bon retour veineux, d'aller voir un angiologue pour traiter ça s'il y a des veines qui sont défaillantes, comme la veine saphène.
de toute façon, même pour des gens qui ont du lymphodème, lipodème, etc., la musculation, une alimentation peu acidifiante, peu inflammatoire, va être favorable à la réduction des symptômes. À la guérison, peut-être pas. Ou pas du tout, mais en tout cas, tu iras mieux. Recommandation de boire 3 litres par dos, est-ce que uniquement de l'eau plate, gazeuse? Non, c'est 3 litres de liquide. D'accord? Donc ça peut être thé, café compris. Après, quand même privilégier de l'eau. De l'eau gazeuse, c'est pas un problème. Attention à son apport en eau gazeuse. Il faut quand même se diriger sur des eaux qui ne vont pas dérégler votre transit. Donc, badois, ceinture, c'est bien. Tu auras une présence de bicarbonate qui va être basifiante. Donc, ça peut être très bien pour le corps, pour bien récupérer, éviter les tendinites, etc. Attention à ne pas ballonner aussi. Ça dépend comment vous la supportez. C'est très personnel. Et différence entre un travail au poids du corps et avec charge en termes de résultats. C'est comme si tu fais de la moto ou du vélo. C'est qui va aller plus vite au Tour de France? C'est plutôt les motos. C'est pareil. Poids du corps, c'est nul en fait. Poids du corps, il y a 2 limites. La première limite, c'est quand on est en surpoids. Déjà, en surpoids, tu ne peux pas vraiment déplacer ton corps. Des dips, ça devient compliqué. Les pompes, c'est compliqué. Les tractions, c'est impossible. Donc, tous les meilleurs mouvements poids du corps, tu ne peux pas les faire. Donc, déjà, c'est mort. Si tu es vraiment en surpoids, une femme qui fait 1,65 m pour 95 kg, il faut qu'elle travaille sur machine, ce sera plus simple pour elle. Ensuite, pour les gens qui sont avancés, qui s'entraînent déjà depuis longtemps, juste faire des squats à vide, tu comprends bien que tu n'auras pas de résultat. Sinon, il va falloir que tu en fasses beaucoup. Et dès que tu commences à être sur trop de répétitions, il n'y a plus d'impact pour le corps, en fait. Ça va juste te brûler, ça ne sert à rien. Donc, le poids du corps, c'est vraiment pas terrible pour progresser. C'est pour ça que les exercices qui sont pas mal. Mais un ou deux, après, tu vas, de faire comme ça, si tu veux, tes bras dans le vide, ça ne sert à rien, toi. Le sel est problématique pour mettre beaucoup de sel dans ses plats si on fait ses plats soi-même. Non, mais là, tu viens de donner la réponse. C'est une question d'équilibre, en fait. Plus tu vas transpirer, et plus tu vas faire de l'effort intense, plus tu vas avoir besoin de te réhydrater et de sel, éventuellement. Attention à ne pas surestimer les besoins. Ils sont différents de chaque personne en fonction de notre transpiration, de notre exposition à la chaleur et de l'intensité de l'entraînement. Mais tu peux facilement saler déjà avec une pincée de 1 gramme, toi, chacun de tes plats. Je crois que les recommandations pour un sédentaire de l'OMS, c'est 3 grammes par jour. Sauf qu'en vrai, on est largement au-dessus, parce que si tu regardes bien les emballages des produits industriels, les chips, tout ça, pour 100 grammes, il y a combien de grammes de sel? Juste dans 100 grammes de chips, je ne sais pas, mais c'est énorme. Si tu regardes des bouillons, les plats industriels, c'est énormément salé pour 100 grammes. Pour 100 grammes, tu vas tout de suite être à 2-3 grammes sur certains plats industriels. Et en charcuterie, c'est encore plus élevé. Donc, c'est surtout l'excès de sel qui est problématique chez la plupart des gens. Mais pour nous, non, parce qu'on mange bien. Ok. Comment s'entraîner pour favoriser la prise de force sans prise de volume? Les deux sont liés en fait. Hein. Tu verras jamais quelqu'un d'extrêmement musclé, pas fort, et quelqu'un qui est fort qui n'a pas de muscle. Attention à ne pas confondre la force liée à des mouvements techniques. Par exemple, si on prend un lancer de javelot, bien sûr le mec est fort, mais c'est souvent sa capacité à être rapide et à avoir une bonne morphologie et une excellente technique qui va lui permettre de lancer très loin. Et quelqu'un de très fort, moi, demain, si je ne suis pas très fort, mais quand même, je suis fort. Si je lance le javelot, j'ai quand même lancé loin. Mais il y a tout à parier que je vais quand même lancer moins loin que quelqu'un qui est moins musclé que moi, mais qui c'est sa pratique. Par exemple, pour la petite anecdote, j'ai déjà eu des professionnels de golf et ils n'étaient pas tout à fait convaincus que la force était vraiment important. Ils m'ont fait deux, trois coups et j'ai quand même envoyé des balles. Ils m'ont dit à des gens qui pratiquent depuis déjà 2-3 ans, juste parce que j'étais assez rapide, assez fort. Donc la force, c'est quand même important. Alors, comment faire pour favoriser la prise de force? On va plutôt être sur des cycles. On va cycler différemment l'entraînement. C'est totalement l'inverse de ce que vous faites aujourd'hui, pour la plupart. Et la force, elle est liée pas tant à la masse musculaire, mais à la capacité du système nerveux à transmettre une information nerveuse à l'ensemble des microfibres musculaires, toutes connectées par des fils du cerveau. Et ça, cette capacité à contracter d'un coup tout le muscle avec différents schèmes moteurs, ce qu'on appelle, une bonne coordination, si tu veux,
C'est ça qui favorise la force. C'est pour ça que tu peux voir des gens qui sont moins musclés, et qui ont une très bonne synchronisation nerveuse, et ça s'entraîne aussi. On s'entraîne aussi un peu à ça. Souvent, on fait des séries un peu plus courtes, avec des temps de repos beaucoup plus longs. Mais c'est vraiment que pour développer la force. Donc, hormis s'il y a des ratios de poids dans certaines catégories, c'est plus facile de prendre de la force en développant sa masse musculaire. D'accord? Et voilà, ça dépend un peu. Si c'est prendre de la force pour, je sais pas, parce que toi, tu veux pas prendre trop de poids parce que tu fais du footing, je t'arrête tout de suite. L'autre activité que tu pratiques va nécessairement limiter ta prise de muscle, donc du coup, tu n'as pas à t'inquiéter. Euh, donc, ok, bon, après, c'était des idées reçues. Est-ce que les fruits font grossir? Non. Mais est-ce qu'on peut les manger de façon illimitée? Non, surtout pas. Parce que ça, c'est aussi des idées reçues. C'est quand même, aujourd'hui, je crois que c'est les dernières études, elles ont montré que plus de 25 grammes de fructose, je ne sais plus si c'est de sucre ou de fructose par jour, est problématique pour un sédentaire. Quand on fait du sport, c'est justement, on va avoir moins de radicaux libres. C'est ce qui va permettre de rester en bonne santé. D'ailleurs, il y a plein d'études qui ont montré que quelqu'un en surpoids mais qui fait du sport a plus de chances de vivre longtemps en bonne santé que quelqu'un qui est mince mais qui ne fait pas de sport. D'accord? Pour plein de raisons. Et en particulier, ça va être au niveau de la santé du cerveau, le développement de mitochondries et moins de radicaux libres. Donc, les fruits avec parcimonie, c'est bien. Et alors, j'ai un doute sur une chose. Au niveau de la sensation de faim, au niveau du cerveau, je crois que le fructose, il n'est pas très favorable et que tu retrouves pas mal de fructose dans les fruits. Et donc, du coup, c'est plutôt le glucose qui va créer une bonne sensation de satiété au niveau du cerveau. Et donc, du coup, les fruits, ça ne va pas tout le temps, justement, avoir cet impact en termes de satiété. Donc, tu pourras en manger beaucoup. Bon, après, soyons clairs, on ne va pas diaboliser les fruits. Même si tu manges un peu plus de fruits, c'est mieux que de manger du coca ou des conneries. Ouais, il y en a qui m'ont parlé du syndrome d'auto-sabotage. Ça, on le voit chez pas mal de personnes. Ça peut être des conditionnements passés, même de vos aïeux qui ont survécu dans les gènes. Et donc, du coup, dès que vous avez arrivé à un résultat, vous mettez en place de façon inconsciente tout ce qu'il faut pour vous auto-saboter. Donc ça sort de mon rôle parce que je ne suis pas préparateur mental et je suis ni psychologue, mais ça, il faut en parler parce que c'est quelque chose qui va vous saboter dans votre vie professionnelle et dans la réussite. Et ça, je le vois. Là, tout à l'heure, j'ai fait un appel avec quelqu'un on a parlé un peu, c'était exactement ça. Et quand je lui dis, mais je lui ai posé la question, et il m'a dit, oui, c'est totalement ça. Ça fait 3 pertes de poids qu'il fait, et à chaque fois, bah, il reprend. Après, il y a d'autres raisons aussi. Euh, ok. Je sais pas trop là si c'est une question. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui viennent? Ça vous dérange si je bois? Parce que je parle beaucoup. La sucraline. La sucraline, vraisemblablement, il n'y a pas trop de problématiques. Je crois que c'est 200 fois le pouvoir sucrant. Donc, ça peut être une bonne alternative au sucre pour certaines personnes. Je crois juste qu'il y avait une vieille étude bordelaise, mais après, là de tête, c'est quand même compliqué de tout me rappeler, de chercheurs qui ont fait sur des rats et une fois chauffés sur des très grosses quantités, ça pouvait provoquer du cancer. Mais attention, c'était sur des rats dans des conditions particulières. On utilise les rongeurs parce qu'ils ont un métabolisme beaucoup plus rapide. Ça permet de. Et souvent, c'est pas. Ça veut dire qu'on peut avoir des résultats dessus qui sont pas du tout adaptés à l'homme parce qu'il faudrait, par exemple, j'en sais pas, mais que tu en consommes 2 kilos par jour pour être dans les mêmes conditions. Donc, ça pose pas de problème. À l'inverse de ce qu'on pense, et j'ai changé d'avis dernièrement, depuis quelques mois, parce que je me suis renseigné plus sur ça, sur des études, c'est que peut-être que l'aspartame, l'acésulfame, la sucraline, justement, qui ne sont pas des sucres naturels, seraient moins problématiques sur la santé que finalement des sucres naturels. Ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est bon pour la santé. Le mercure, c'est naturel. Donc, pourquoi? Parce que, par exemple, tous les sucres toutes les choses un peu naturelles qu'on peut retrouver dans les bars healthy, entre guillemets, les trucs un peu label bio, tout ça, les quantités observées pour donner des problèmes de digestion, des modifications de la flore intestinale, etc., ne sont pas si élevées. Ça veut dire qu'avec une barre de céréales,
Par exemple, là, ces trucs, on va dire, tu prends un Mars protéiné, tous ces trucs-là, avec des faux sucres, érythinol, tous ces all. Alors là, j'ai deux têtes, je peux pas te dire, mais je peux essayer de te retrouver pour ceux que ça intéresse. J'avais vu une vidéo d'un chercheur qui parlait exactement de ça, avec les quantités. Et justement, il disait, bah, ça, c'est vraiment avec parcimonie qu'il faut utiliser, alors que justement, bah, la plupart des gens utilisent des fois ce genre de produits pour sucrer et faire les gâteaux. Donc, vraie problématique. Euh, ok. Ouais. Sur le fer, je vais faire une vidéo. Faut que je la fasse. Faut que je la tourne bien. Et faut qu'elle informe parce que c'est quelque chose qui est important. C'est une ferritine pour les femmes à moins de 10, c'est une vraie urgence. D'accord? Ça veut dire que votre médecin qui, ouais, bon, c'est une vraie urgence. C'est une fatigue chronique, problème de thyroïde, des pertes de cheveux, de la fatigue, l'essoufflement, des règles abondantes. C'est c'est d'être épuisé quand on s'entraîne. Ok. Euh, donc, il peut y avoir des problématiques de fer. Donc, je les avais notées. C'est anti-inflammatoire, les règles abondantes, la prise de trop de caféine, de théine. Donc, il peut y avoir différentes causes. Ça peut être gynéco, la nutrition, malabsorption liée à un mauvais microbiote, à des champignons, candidats, etc. Donc, souvent, vous pouvez vous supplémenter en fer, mais ça ne marche pas, même si je vous recommande un fer bien spécial pour éviter d'avoir mal au ventre avec du tardiféron, des choses comme ça. Mais souvent, si ça ne marche pas, là, ça vient du domaine médical, il faut investiguer un peu plus. Et souvent, ça peut être lié à des champignons, à un candidat ou des choses comme ça aussi. Mais ça vient du. Donc, voilà. Pour ceux qui veulent avoir un bon taux de fer, plutôt le matin avec de la vitamine C, santé sans café et sans zinc aussi. Voilà. D'ailleurs, je crois que j'avais vu des études, il faudrait vérifier, mais les stérilés en cuivre peuvent, je crois, avoir une influence négative. Il faudrait vérifier. Mais ça sort vraiment de mon champ, hein. Là, faut vérifier certaines choses. Moi, là, ça sort un peu de mon champ de compétences. Hmm, ok. Euh, pourquoi de trop peser ces légumes? Bah, pour être sûr que tu en manges assez, en vrai. Parce que sinon, tu vas pas en manger assez, tu vas acidifier ton corps, il va te manquer des fibres, tu vas avoir un mauvais transit, etc. Et aussi pour pas trop en manger, parce que t'es pas un gorille. Et donc, du coup, bah, t'as pas. Nous, on a les intestins, gros intestin, petit intestin, toi, tu vas inverser par rapport au gorille. On n'a pas la capacité à digérer super bien des crudités, de l'herbe, des feuilles, etc. Toi. Donc, souvent, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu tout alors, le, euh, l'avènement tout ce qui est cru, les gens qui sont crudivores, ça n'a pas trop fonctionné. Par contre, moi, je suis assez d'accord avec tout ce qui est jus de légumes. Parce que du coup, tu vas enlever les fibres qui peuvent être indigestes et consommer plus de légumes et donc de plus de bons nutriments dans les légumes sans avoir la désagrément de la digestion. Et aussi, bah, on pèse parce que du coup, vous avez une diète carrée et ça vous permet de savoir quoi manger. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il faut aussi se poser tous les jours. Non, surtout pas. Ça sert à rien de se poser tous les jours. Parce qu'on a dit en plus dernièrement qu'il y a une fluctuation liée aux hormones, il y a plein de choses. Ça induit pour moi des comportements de frustration et des mauvaises décisions. Il y avait Audrey, j'avais fait un vocal sur ça. C'est qu'à dire que souvent, tu te peser tous les jours, c'est que ça va te créer du stress. Tu vas te peser, tu vas avoir le poids qui a baissé. Qu'est-ce que tu vas faire? Allez, on grignote. Inversement, ton poids il n'a pas baissé, tu vas sauter un pas. En fait, alors que c'est pas du tout, ça veut rien dire. Donc tu induis des comportements qui n'auraient pas dû être, et du stress pour rien. Et pour rigoler, moi ça me fait toujours rire, c'est que monter sur la balance ne fait pas perdre de poids. Mais sinon, faire une haute balance. Ça, c'est toujours ce que je dis pour détendre un peu. Mais non, ne te pèse pas tous les jours. La seule façon, enfin, la seule utilité quand on se pèse tous les jours, ce sont des gens qui font des compétitions pour gérer leur hydratation, des gens qui courent beaucoup aussi peuvent se peser pour, moi, je me pèse avant de courir des fois et après de courir, après avoir couru pour voir si j'ai beaucoup transpiré des fois pour gérer mon hydratation. Euh, ok.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que le maïs et les légumes secs, tu les mets dans les légumes? Non, le maïs, c'est pas un légume vert. Donc, on les met dans les féculents, hein, si tu veux. Ça va être le même apport. Le maïs, je suis moyennement fan parce qu'il y a beaucoup de maïs en France, même si c'est pas autorisé, mais qui est importé, qui est OGM. On l'utilise pas depuis très longtemps dans l'histoire de l'humanité. Et donc, du coup, on aurait tendance à pas le digérer chez tous les génomes. Donc, le maïs, je crois qu'on l'a juste importé en Europe vers 1600. Ça doit être fait à peu près vers ça. Donc, c'est rien du tout par rapport à la consommation même de gluten dans l'alimentation humaine, déjà à partir du néolithique. Donc, il y a plus de 15 000 ans. Et plus de 1 million d'années sur les dernières recherches en paléologie. Pourquoi? Parce qu'ils ont retrouvé dans la dentition d'Australopithèque des traces de consommation de ce genre de céréales, petit épote. Donc déjà, on est un peu plus adapté à ça. Et quand on voit déjà qu'il y a des gens qui ont du mal à digérer, bon, après, c'est aussi les rétrocroisements que l'humain a fait. Ouais, d'autres questions? Il y avait 3 piliers. À chaque fois, ça, je l'avais dit, j'aime bien le redire. Si vous voulez avoir une vie équilibrée et réussir dans tous les domaines, c'est qu'il y a 3 piliers d'équilibre. C'est la famille, le travail, la santé. Si tu as les 3 qui sont à fond, tu vas avoir une super vie. Mais en fait, ça arrive rarement. Tu as toujours 2 piliers et un qui vacille. Donc, il faut faire attention d'en avoir toujours au moins 2. Parce que sinon, tu tombes. Un trépied, ça tient. Une chaise, ça peut tenir. Mais si tu en as. Alors, par exemple, ton travail, tu viens de perdre ton travail. Bon, c'est pas good. Hein. C'est quand même un bon pilier d'insertion sur plein de choses financières. Tu commences à. Donc, tu as encore la santé, ça va très bien. Justement, tu pourrais consacrer plus de temps à ta santé parce que le sport participe à ta santé. Tu auras moins de stress aussi parce que tu travailles pas. Tu feras peut-être d'autres stress, mais bon, c'est pas autant que quelqu'un qui doit rendre des comptes à son patron, qui a le matin à se lever, etc. Et ensuite, tu as la famille. Si tu commences à t'éloigner de ta femme, à pas t'occuper de tes enfants, toi, tu vas avoir ce pilier aussi qui va partir en fin en vrille. Donc, il faut avoir un peu cet équilibre. Donc, nous, on va parler surtout du palier santé. Donc, la nutrition et l'entraînement, le sport, ça participe à ce pilier-là. Donc, attention, ça, c'est quelque chose qu'on peut essayer de tout le temps améliorer et tout le temps maintenir. Ça ne demande pas. C'est quand même vachement lié à nous, ça. Si ta femme te quitte, ta femme te quitte. Ça, des fois, c'est lié un peu à toi quand même. Il faut se remettre en question. Mais sur le coup, tu ne peux plus rien faire. Le travail, si ça ne se passe pas bien ou qu'il n'y a pas de boulot, l'activité économique, c'est pas trop ta faute. Mais je pense aujourd'hui, vraiment, vous allez me dire que tout ce qui nous arrive, c'est vraiment lié. Tout ce qui nous arrive pas au hasard. Et même si on croit en l'univers ou autre, mais déjà, toutes nos actions au quotidien, nos petites actions au quotidien depuis qu'on est petit, le fait de saisir des opportunités ou pas, nous amène où on est aujourd'hui. Et si tu devais repartir de zéro, bah, peut-être que tu ferais un mauvais choix en pensant faire un bon choix et ça t'amènerait dans une situation pire qu'aujourd'hui. Bon, à part si tu as les numéros du loto et que tu joues. Mais est-ce que tu serais plus heureux avec les numéros du loto? Pas sûr. Pas sûr. Il y a plein de gens riches qui sont extrêmement malheureux. Mais c'est toujours mieux quand on n'est pas dans le besoin. Ah oui. La perte de poids et les gens qui se couchent tôt et tard. Moi, je peux te dire que tous les gens qui se couchent tôt, qui ne travaillent pas de nuit, ont des résultats qui sont plus favorables à la perte de poids, à la qualité de la peau, au développement musculaire, au bien-être, etc. Malheureusement, on travaille de nuit. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas de nuit et qui se couchent trop tard, passent beaucoup trop de temps sur les écrans, ont du mal à s'endormir. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment améliorer. Tous les gens qui dorment moins de 6 heures ont des pertes de poids qui sont au moins inférieures de 80% par rapport aux gens qui essayent de dormir 7-8 heures. Je le vois toujours. À chaque fois que j'ai quelqu'un qui a des pertes de poids moyennes, il m'annonce 5 heures, 5 heures et demie de sommeil. C'est vraiment important. C'est la seule chose gratuite. Enfin, le temps, c'est de l'argent, ok, mais ça vous demande assez peu d'efforts. Et aujourd'hui, je pense même que le sommeil, c'est supérieur à la nutrition. Pas au sport, mais supérieur à la nutrition pour se transformer et être en bonne santé. Surtout après un certain âge. Hein. Parce qu'à 25 ans, tu récupères bien. Mais à 45, tu récupères pas autant.
Euh, L'intensité. Pourquoi je vous dis, à partir d'un moment que je vous coach déjà depuis quelques mois, si tu veux progresser, il faut que tu mettes de l'intensité. L'intensité, c'est la clé au changement. Si tu t'entraînes à 50% et que tu ne te fais pas un minimum mal, tu n'auras pas de résultat. Pourquoi? D'ailleurs, on va rejoindre la question que m'avait envoyée Elodie parce qu'elle ne pouvait pas être là ce soir. Donc, quand tu mets de l'intensité, c'est ce qui va créer un stimuli qui va être déclencheur de la création de masse musculaire et de l'éviction des graisses. Plus tu stimules souvent et plus tu stimules intense, bien sûr de façon adaptée, c'est pas la peine de faire un marathon, tu vas avoir de meilleurs résultats. Quand tu mets de l'intensité dans un mouvement, dans une séance, ton corps il va sécréter d'autres hormones inverses à l'insuline pour vider les cellules, glucagon, donc par exemple, ou le cortisol. Et ça va être très favorable à déstocker, à ouvrir les cellules et déstocker le gras. Et en particulier dans des zones qui résistent. On a du mal à perdre, par exemple, la clotte de cheval, tu vois, le ventre chez les hommes. D'où pourquoi l'intensité, c'est vraiment, vraiment favorable. Et regardez bien, tous les sports où ils ont des efforts intenses, sprint, tu vois, haltéro, vraiment des mecs qui font des efforts très intenses, mais courts, très courts. Ils sont généralement plus musclés, souvent, hein, et ils sont souvent plus secs que des sports d'endurance de mecs qui font du marathon, qui font le Tour de France. Le Tour de France, ils sont secs, ok, mais ils sont pas super secs. Quand ils ont le t-shirt, tu vois, ils ont un peu de gras sur le ventre, ils en ont besoin pour être peut-être bons en endurance, mais c'est pas les mêmes sports. Donc ça n'aura pas le même impact. Usain Bolt, si tu veux, tu prends tous les blacks au 100 mètres, ils sont tous secs parce qu'ils ont que des efforts intenses aussi. Et un black qui fait du marathon, tout ça, tu as l'impression qu'il est sec, il est maigre, mais il a un pourcentage de masse grasse qui est supérieur à des gens qui sont sur des efforts explosifs. D'où l'intensité, d'où l'intérêt. Ok, c'est combien de temps? Ouais, 50 minutes. Après, je vais vous libérer. Euh, ouais, bon, il y en a qui j'en avais parlé, mais l'avantage de faire de la muscu déjà par rapport à plein d'autres sports, bah déjà, c'est que tu as une salle climatisée. Hein, parce que si tu fais du badminton dans un gymnase en ce moment, ou que tu cours, moi j'aime bien courir en ce moment, ça ne donne pas trop envie, il fait chaud. Ensuite, c'est une activité à temps choisi. Ça, c'est quand même vachement bien, parce que vous travaillez tous. Vous pouvez le faire quand vous voulez. C'est pas que le soir, le jeudi, 19h à 20h. La plupart des activités collectives, c'est comme ça. Ensuite, c'est une activité que la plupart des femmes adorent. La plupart des femmes, des fois que je coach, qui n'ont jamais fait de sport, qui n'ont jamais trop aimé le sport, elles adorent toute la muscu. Parce que tu peux le faire à ton rythme, parce que tu vois vraiment ton corps changer, parce que tu es valorisé, parce que tu deviens fort. Ça change la vie pour plein d'aspects. Une salle de sport, tu en as une à 4-5 km autour de chez toi, pour la plupart. Donc c'est pratique de le faire seul ou à deux. Et c'est aussi peu dangereux. C'est bien beau d'aller courir, mais pour une femme aujourd'hui, dans des villes un peu malfamées, tu vas pas courir à 22h, quoi, toi, ou même à 6h du matin. On a entendu des histoires quand même. En salle de sport, ça arrivera rarement que tu sois embêté quand tu sois une femme. Il y a du monde, toi. Donc la sécurité aussi. Et bah aussi le risque de blessure. Hein. Tu as peu de chances de se faire mal en muscu. Petite contracture éventuellement, mais à part si tu fais tomber un poids sur le pied, tu vas pas te tordre une cheville, tomber d'une pente en randonnée, tu vois, ouais, ou te faire vraiment mal, te faire les croisés ou quelque chose comme ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a des gens qui viennent juste de rejoindre l'accompagnement. Donc n'hésitez pas à poser une question. Il n'y a pas de question bête, ça peut être une piqûre de rappel. Et peut-être qu'une question que vous allez vous poser, je l'ai jamais parlé en vidéo, ou c'est une question que je pourrais traiter ou mettre dans les documents qui va aider beaucoup de gens. Pourquoi tu craques sur les gâteaux apéro le soir? Souvent, c'est un apport en protéines qui est insuffisant et en sel. Et on est déshydraté. Donc souvent, le corps, il va te demander, ton cerveau reptilien, il va te demander ce qui est bon pour toi. Hein. Quand tu commences à avoir la bouche sèche, tu te dis, ah putain, j'ai soif, toi, tu réfléchis pas, le corps, il est quand même bien fait. Sauf qu'en vieillissant, sauf à cause de l'utilisation de trop de caféine, de stress, etc., c'est qu'on peut avoir l'apparition des symptômes, en tout cas de l'hydratation ou plein de choses, qui peuvent être relativement retardées. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même s'hydrater toute la journée.
Chris, je te mute. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un poids de forme? Pour moi, ça n'existe pas, le poids de forme. Ça n'existe pas. Pour moi, c'est psychologique. On pense avoir un poids de forme, évidemment. Enfin, on a un poids où on va être performant pour une activité dans sa vie, où on va avoir assez d'énergie, etc. D'accord. Il n'y a pas de poids de forme. On va être sur une morphologie qui va plus nous correspondre, un ratio masse musculaire, masse grasse qui va plus nous correspondre. On va sentir mieux, on va être plus performant pour l'activité qu'on pratique. Et aussi un poids qui va nous permettre de vivre socialement sans trop se prendre la tête. Si tu veux être extrêmement sec, etc. l'année, c'est pas pour ça que c'est néfaste, mais par contre, ça va demander plus de restrictions, plus d'entraînement. Et c'est pas spécialement psychologiquement tenable. Donc voilà. Et attention au poids, parce que comme je l'ai dit, on va prendre l'exemple on va prendre l'exemple de quelqu'un qui est là. Que je coach depuis un petit moment. Cindy. Cindy, je crois que tu fais 1m67 de tête. Et là, en ce moment, je crois que tu as varié un peu, mais on va dire, tu fais aller 62-63 kilos en ce moment. Si ton poids il monte au-dessus de 67-68, tu vas avoir la pression. Et donc, du coup, tu vas faire attention à faire moins d'écart. Et donc, du coup, ton poids il va redescendre. Inversement, quand tu commences à être à 61, 62, tu vas dire, oh, c'est OK, c'est cool. Donc, tu vas manger un peu plus de chocolat, grignoter un petit peu plus, même si tu n'as pas envie, juste parce que voilà. Et donc, du coup, ton poids, il va varier à cause de ça. Donc, ça, c'est aussi très psychologique. Donc, attention à ça. C'est pour ça que quand vous avez une nutrition, que vous y calez, que vous avez vos écarts calculés, en fait, il n'y a pas de problème. Mais si vous faites au poids psychologique, le pantalon, vous rentrez le matin dedans, ça va, il est un peu grand. Bon, c'est bon. T'inquiète, dans 3 semaines, il sera trop petit. Voilà, donc après, ce que j'avais noté, c'est du coup, tu te forces à faire plein de choses, comme marcher un peu plus si tu sens que ton poids remonte. Voilà. Et puis quand ça va bien, tu commences à reprendre l'ascenseur, tu manges des bonbons qui traînent, etc. Chris, est-ce que quand on n'a pas de courbature, ça veut dire qu'on n'a pas travaillé? Pas vraiment. Les courbatures ne sont pas du tout liées au fait d'avoir bien ou mal travaillé. D'accord? Les courbatures, c'est juste que ton corps n'a pas encaissé correctement la séance ou l'effort. Et donc, du coup, ton cerveau, il reçoit des signaux de douleur pour pas que tu reforces de façon exagérée dessus pour pas te blesser. C'est un peu la stratégie des courbatures. Si tu fais un exercice très intense, même si tu as l'habitude, en gros, physiologiquement, ça va toujours créer des dégradations. Donc, du coup, tu auras toujours des petites courbatures. C'est pour ça qu'au début, on en a beaucoup parce qu'on n'est pas du tout adapté. Par exemple, on va faire un exemple pour bien comprendre. Première fois que tu fais du squat, tu m'appelles, Seb, je ne peux plus aller aux toilettes, je ne peux plus m'asseoir. Alors pourtant, tu n'avais pas trop de poids, etc. C'est juste parce que là, c'est la première fois que tu le fais. Tu as eu beaucoup de dégradation de muscles que tu n'as jamais sollicité, tu auras plein de courbatures. Mais au bout de 2, 3, 4, 5 semaines, tu n'as quasiment plus de courbatures. Et puis, il arrive un moment où tu commences à avoir plein de courbatures à nouveau. Tu ne comprends pas pourquoi. Tout simplement, c'est qu'à partir du moment où tu atteins un supraniveau, un niveau, par exemple, supraphysiologique d'entraînement, par exemple 100 kg, 100 kg, ça devient lourd pour tout le monde, même quelqu'un qui fait 200, dès que tu commences à franchir 100 kg au squat, tu vas toujours avoir des courbatures parce que ça malaxe le corps. Entre guillemets, c'est une image dont on aura toujours. Donc, est-ce que le fait d'avoir des courbatures, c'est que tu as bien travaillé? Oui et non. D'accord. Et puis, il y a des gens qui n'auront jamais des courbatures dans certaines zones. Moi, je n'aurai jamais des courbatures dans les épaules parce que c'est un point fort, je récupère bien, certainement une bonne vascularisation, des choses que j'ai fait peut-être enfant, qui ont développé mon patrimoine de typage musculaire, etc. Les courbatures aujourd'hui, on est en train de penser que c'est pas spécialement lié aussi à la dégradation des fibres musculaires comme on l'a pensé. Les fibres musculaires, elles n'ont peut-être pas été dégradées tant que ça. Les fibres de collagène, elles ont été les fascias, etc., pas dégradées tant que ça. On peut être amené à penser que c'est plus le circuit nerveux qui a été dégradé. En gros, c'est un peu comme si la première fois que tu fais un mouvement, tu as un petit chemin gaulois, tu vois, avec des pavés, tout ça. Tu ne peux pas aller très vite dans ce petit chemin. Tu ne peux pas amener beaucoup d'influx nerveux et dès que tu vas commencer à vouloir faire passer trop d'énergie, enfin trop d'influx nerveux, c'est l'électricité, ça va cramer tout le chemin, il va s'affaisser, tout ça. Donc tu auras plein de courbatures, il va falloir le réparer.
en t'entraînant, le chemin est devenir une autoroute. Tu vois. Donc, tu vas être capable d'augmenter ton influx. Donc, on pense aussi que c'est ça. Des recherches assez sérieuses. Je n'ai pas trop creusé le sujet parce que les recherches, elles sont assez récentes. Mais on pense que c'est ça. D'où pourquoi, des fois, tu peux avoir des courbatures sur des trucs à la con qui ne sont pas de l'effort. Hein. Un étirement, le matin, tu te lèves, tu as des courbatures sur un truc alors que tu as juste fait un étirement. Toi, il n'y a pas eu trop de dégradation musculaire, tu as une tendineuse. Tu as juste fait le mouvement une fois. Par exemple, tu as fait beaucoup de marches. Ça peut être plein de choses différentes. Ok, c'était une bonne question. Ok. Ouais, il y a pas mal de gens, tu sais, ils me contactent parce que leur motivation numéro un, bah, en dehors de la santé et d'eux-mêmes, c'est de devenir un exemple pour leurs enfants, de prendre soin d'eux. Ça, c'est important. C'est des grosses motivations que j'ai. Et je leur dis, du coup, justement, d'être égoïste, de laisser tes enfants 10 minutes, ouais, 1 heure, parce que tu vas t'entraîner, c'est pas être égoïste, c'est prendre soin de toi pour eux. Parce que si tu fais un AVC à 45 ans, ils n'auront plus de père ou de mère. Parce que tu étais en surpoids toute ta vie, parce que tu as beaucoup bu, beaucoup fumé, et parce que tu as plus de chances de développer des problèmes. Donc, soyez égoïste pour justement ne pas être égoïste sur le long terme. Ça peut choquer, hein, mais c'est choquant. L'année dernière, il y a 2 ans, j'ai été choqué. J'ai une cliente on a commencé, elle faisait 110 kilos. Elle a commencé 50 ans, elle a un problème au cœur. Le cardio, il lui a dit, bon, voilà, il faut faire quelque chose, tout ça, il faut perdre à tout prix du poids, etc. On a travaillé ensemble pendant 1 mois et demi, 2 mois. Elle a juste perdu déjà 4-5 kilos et elle a eu un problème au cœur. Des fibrillations, des choses comme ça, tachycardie, je ne sais pas exactement. Elle a mis sous traitement et ça a été très compliqué par elle. J'ai plus de nouvelles. Et si elle serait prise un tout petit peu plus tôt, ça c'est choquant quand même parce que moi, je pensais vraiment qu'on allait y arriver. C'était un peu choquant. Faut-il compter ses calories? Bon, ça, je l'avais noté. Oui, il faut compter ses calories, sauf si tu as des TCA, ça peut être à réfléchir. Mais il faut compter ses calories pour savoir ce que tu manges. Et puis après, une fois que tu as atteint ton poids de forme, que tu sais bien t'entraîner, tu es moins obligé de faire attention à ce que tu manges. Parce que tu sais à peu près quand tu es en excédent ou en déficit. Mais moi, je pèse toujours parce que j'aime bien savoir quand je cuis mon riz, que je ne me trompe pas et que je ne mette pas 100 grammes de riz alors que j'en veux que 70, par exemple. Tu vois. Sinon, après, ça me fait trop à manger, où je vais jeter. Et quand tu as des enfants, c'est encore plus simple parce que tes enfants, ça évite d'avoir tes enfants qui te disent j'ai plus faim et que tu finisses ou que tu jettes, tu vois. Tes enfants, c'est normal qu'ils aient plus faim. Si tu as calculé pour eux le pédiatre ou, enfin bon, tu sais que ton enfant, il mange par exemple 40 grammes de riz maximum. Ça sert à rien de lui faire 50, hein. Il n'en a pas besoin. On a bien avancé. La progression et la stagnation. Alors, la progression, elle ne se juge pas que grâce à la balance, que grâce à l'endurance, voilà, au développement musculaire. La progression, elle se juge sur plein de paramètres. C'est pour ça qu'il y a plein de paramètres dans votre coaching. Il y a le poids, ok, il y a les mensurations, et il y a votre progression musculaire, il y a votre sommeil, il y a votre libido, il y a votre stress, il y a plein de choses. On ne peut pas, parce qu'on a stagné sur le poids pendant 2 semaines, que tous les autres paramètres de notre corps ou de notre vie ne sont pas améliorés, comme la confiance, par exemple. Pourquoi on donne le poids du riz cru? Parce qu'en nutrition, on parle cru. Sur les paquets, c'est en cru qui est écrit dessus. C'est pour ça que les gens, ils se trompent. Hein. Donc, par exemple, 100 grammes de riz, ça va faire 387 calories. On va être précis sur du basmati. Ça dépend des riz, hein, comment c'est calculé, mais donc ça, c'est sec. Et en plus de ça, c'est parce que cuit, ça ne veut rien dire. Si tu fais du riz, si tu fais des pâtes al dente, elles vont être plus légères que des pâtes bien cuites, bien gluantes. Tu vois. Je ne veux pas choquer des Italiens, c'est des Italiens. Le riz, c'est pareil. Hein. Plus ou moins cuit, tu ne peux pas peser après, en fait. Donc ça, on essaie de faire des correspondances, tout ça, mais ça franchement, ça, je le vois que depuis qu'il y a l'avènement des réseaux. Hein. Il y a 15 ans, on ne faisait pas ça cru. Hein. Ouais, on faisait ça cru, on ne faisait pas cuit. Hein.
C'est trop compliqué. Donc, c'est plus compliqué parfois aussi quand tu es en famille. Mais après, si tu cuis 200, tu divises en 4 et voilà. Tu peux arriver à faire une correspondance, mais ça devient compliqué. Surtout si ton riz il est resté 2 jours dans le frigo. Ok. Bon, ça, j'en ai parlé, j'ai fait un réel dessus. Mais la musculation, c'est vraiment un sport qui est totalement différent des autres sports. D'ailleurs, la plupart des gens, quand ils viennent d'un autre sport, ils en ont fait à haut niveau, ils ont du mal à comprendre la logique. La logique de la musculation, c'est pas d'aller le plus vite possible, de finir son mouvement le plus vite possible ou d'être le plus économique possible, hein. C'est tout l'inverse. C'est de prendre son temps, de faire travailler le muscle. On s'en fout de la recherche d'économie, ce qu'on recherche, c'est la stimulation. Donc, voilà pour la muscu. Et la course, c'est tout l'inverse, c'est que de la muscu. On ne cherche pas à faire le plus beau pas possible, ou être le plus beau possible quand on travaille, enfin quand on court. On cherche à être le plus économique éventuellement possible pour pas trop se fatiguer et aller le plus vite possible en étant. Voilà, si tu peux être sur la pointe des pieds pour retransmettre plus d'énergie, avancer plus vite, tu vas pas t'alourdir sur le talon, faire des gros pas, faire des sauts, etc. Ça n'aurait pas de sens. Est-ce que je dois prendre du repos entre les exercices? Combien de temps il faut se reposer? La plupart des gens, ils prennent soit trop de temps dans la salle, parce qu'ils sont sur le téléphone, ou rêvent. Et il y en a aussi beaucoup des débutants qui prennent 0 temps de repos. Ça, c'est aussi une erreur, parce que ça veut dire que tu fais plus de muscu, parce que tu n'es pas capable de reproduire un effort intense. Tu reproduis que des micro-efforts. Du coup, tu stimules rien du tout, tu fais du cardio. D'où pourquoi les cours collectifs ne fonctionnent pas. On n'est pas du tout sur les mêmes efforts on n'est pas du tout sur les mêmes efforts, des efforts qui peuvent donner des résultats musculaires ou en perte de gras. Et attention, le fait de transpirer n'est pas perdre du gras, hein. Donc, le cours collectif, j'aime bien le dire, et je ne me fais pas des copains, hein. Moi, je m'en fous, j'ai la vérité. C'est que de base, c'est quelque chose qui est marketing. C'est qu'avec un coach que tu vas payer 30 ou 40 euros de l'heure, tu peux coacher 50 personnes. C'est assez rentable quand même. Et en plus de ça, c'est assez facile de donner la sensation aux gens d'avoir travaillé parce qu'ils ont transpiré. Et si tu fais faire des exercices bien précis voilà, tu peux facilement faire chauffer les muscles sans efficacité ou faire essouffler les gens. Ok. Est-ce que la séance de cardio, on peut la faire à des exercices genre 30-30 au lieu de faire ouais. Ouais, on parle de plusieurs types de cardio, ça dépend pourquoi on veut le faire et ça dépend du niveau. Le fractionné, c'est pourri. Pour la plupart des gens qui veulent perdre du poids et qui ne savent pas courir. Parce que ça va être attention de ne pas dire je fais du fractionné, qui n'est pas du fractionné, je fais juste du fractionné parce que je n'ai pas le niveau de courir sans m'arrêter pendant 30 minutes. Et donc, du coup, je fais 5 minutes de course, 5 minutes de marche, 5 minutes de course, 5 minutes de marche. Ça, c'est excellent pour des gens qui veulent se remettre à courir, qui veulent faire du cardio, qui n'ont pas encore la condition nécessaire pour courir en continu, qui sont en surpoids, etc. Ça, c'est pas du fractionné. Faire du 30-30, tout ça, c'est pas adapté à des gens qui veulent perdre du poids. C'est adapté à des gens qui veulent se préparer sur des cours spécifiques, qui ont déjà un bon niveau de fond d'endurance fondamentale. Si tu veux maximiser, donc déjà, si tu veux limiter tes risques de blessure, de douleur, éviter. Si tu veux optimiser ta perte de gras, la création un bon développement cardiovasculaire pour la santé, donc l'utilisation de gras, santé cardiovasculaire et surtout la VO2 max, donc qui est le facteur numéro un marqueur de santé et de performance, c'est de la zone 2. D'ailleurs, tu l'écoutes, tous les champions, ils te disent, c'est pas applicable à nous, mais que pour pouvoir courir longtemps et vite, il faut courir doucement. Donc, ça veut dire être capable de courir doucement, longtemps. C'est ça qui va développer des adaptations au niveau cardiovasculaire et des mitochondries, qui vont être les centrales nucléaires du corps. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font des sorties régulières de 1 heure et demie. Et ensuite, même en courant doucement, quand ils veulent courir vite, ils sont plus rapides, ils encaissent mieux aussi. Pour la perte de poids, il faut mieux. C'est pour ça que je vous dis, votre dernière séance, souvent, essayez de me faire un cardio, une randonnée, mais au moins avec le cœur à plus de 120. Mais sous 150, tu vois, 120 et 140.
Après, c'est certaines personnes, c'est pas possible parce qu'à peine ils vont courir, s'ils sont en surpoids ou une mauvaise condition physique, tout de suite, ils vont être à 170. Voilà, pour le coup, c'est juste avec le temps, ça va aller mieux. Il faut pas hésiter à ralentir encore. Donc, tes séances 30-30, ça peut être bien. Ou, moi, ce que j'aime, 30-30, c'est un peu une vieille donnée. Je suis abonné à une revue où il y a l'experte mondiale de la VO2 max, qui est une Française, qui doit avoir 55-60 ans. Et elle donne pas du tout ces conseils-là. C'est pour ça que certaines personnes que je coach qui font des marathons, je les prépare différemment. Mais eux, ils préfèrent. En fait, le 30-30, c'est que tu fais rapidement monter ton cœur et après, ils redescendent, remonter, redescendre. Sauf qu'en fait, pour vraiment développer certaines habiletés ou capacités, c'est que le cœur, il monte haut, mais qu'il reste. Et en fait, tu fais 30-30, tu ne peux pas rester. Enfin, voilà, ton cœur, il monte, il ne reste pas. Et donc, elle propose plutôt un système de montée pyramidale où tu fais 1 minute et toutes les minutes, tu augmentes le poids jusqu'à vitesse maximale 1 minute et après, tu redescends tout doucement et c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, c'est ce que moi, j'ai toujours fait déjà au rugby, dans le rugby professionnel. On avait des espèces de circuits de terrain à faire et on avait la chance parce que déjà, on était déjà à la pointe des entraînements il y a déjà 20 ans, toi. Mais bon, en fait, les connaissances, on les a, c'est juste qu'elles ne s'étaient pas partagées au grand public. C'est que maintenant, avec les réseaux, on partage un peu plus. Mais les vrais experts, ils ont fait. Moi, j'ai fait par exemple, toi, un DUG, STAPS. Après, j'ai fait une licence en entraînement sportif en management et après, j'ai fait un master. Donc, on va quand même assez loin et j'ai eu la chance d'avoir des intervenants de qualité. Donc, il y avait déjà beaucoup de recherches qui étaient très bonnes dans les années. C'était il y a 20 ans, quoi. Dans les années, je sais pas, 2010, quoi. Dans les années 2005-2010, il y avait quand même professionnalisation de la plupart des sports, dont le foot. Le rugby, je crois que c'était 99, donc ça avait déjà, tous ces sports-là, ils ont participé au développement des compétences, des connaissances. Ok, bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a une ou deux autres questions? Je regarde s'il y a des choses intéressantes. La cantine, on a déjà parlé, je crois. La cantine, si vous voulez des bons résultats, arrêtez de manger à la cantine de votre boulot. Juste une ou deux fois pour pas vous exclure socialement, mais vous n'allez pas contrôler les graisses, les calories. Vous allez soit peu manger, soit être fatigué après votre repas. Ok. Bon, ça, il y a plein de questions, j'avais déjà vu. Bon, est-ce que ça vous a plu? Ah oui. Ouais, il y avait noté quelque chose. Ouais. Il y a des gens qui ont eu beaucoup de coachs. On m'avait noté, ouais, question. Qui réussit le mieux, ce sont les gens qui sont coachables, qui prennent une source d'information, un mentor et qui suivent. Ok, qui ne commencent pas à écouter à droite, à gauche, tous les sons de cloche se mélanger. Peut-être que tout le monde a raison, mais par rapport au diagnostic qui est fait d'un coach pour une personne, on va suivre une stratégie, qu'on va adapter une méthode bien précise. Donc, les gens, par exemple, ouais, je m'avais posé, mais les gens, moi, qui ont eu 5 coachs avant, et en plus, à chaque fois que je parle avec eux, à chaque fois, ils critiquent, je sais que je vais être le 6e qui ne vont pas suivre et qui vont critiquer. Donc, je ne peux pas travailler avec des gens comme ça. Soyez coachables dans tous les domaines de votre vie si vous voulez progresser. C'est être coachable et en même temps être sceptique aussi. Il y a d'ailleurs les accords Toltec, c'est le 5e accord Toltec, c'est un bon bouquin. C'est être sceptique, mais attention à ne pas tout remettre en question aussi. Donc, il faut être sceptique quand on nous dit quelque chose pour faire ses propres recherches. Mais bon, attention à ne pas perdre trop de temps si vous voulez avancer. Voilà. Et aussi, du coup, ne pas être trop impatient. Ne pas trop être impatient. Parce que si on cherche à avoir des résultats et la méthode miracle trop rapidement, il y a beaucoup de chances que vous abandonniez rapidement. Parce que c'est comme si tu veux devenir riche et tu joues au loto, euh, tu vas être vite déçu parce que tu vas voir que ça ne marche pas, que tu as peu de chances de gagner et tu vas dépenser beaucoup d'argent pour peu de résultats. Et donc, il ne faut pas être trop impatient. Voilà, et faire confiance au processus et aussi se dire que tous les gens qui ont beaucoup réussi dans n'importe quel domaine, les sportifs en particulier, parce que moi je parle de ce que je connais, mais souvent ont beaucoup échoué.
Moi, j'ai beaucoup perdu, j'ai beaucoup échoué avant de réussir. Au rugby, je n'étais pas toujours très bon. J'ai beaucoup de défaites avant de. Voilà, mais tu apprends de tes défaites et à force de travail, tu deviens bon. Je n'ai pas toujours été un bon coach, hein. En fait, au début, en réfléchissant bien, il y a 15 ans, il y a plein de gens sur qui j'aurais j'aurais eu d'autres connaissances et j'aurais eu une approche différente, j'aurais eu des meilleurs résultats avec eux. Maintenant, quand même, j'ai de l'expérience. Mais... Et ce que je dis toujours, c'est il y avait une il y avait une conférence de Federer dans une université américaine, une grande université, je ne sais plus laquelle, et il disait que pour être aujourd'hui, son taux de victoire de points, je ne sais pas si quelqu'un l'a. Est-ce qu'à votre avis, Federer, son taux de victoire de points pour un numéro 1, il est de combien? Personne n'a d'idée. Je vous laisse réfléchir à ça. Il y avait Michael Jordan qui disait que lui, il avait raté des milliers de tirs dans sa carrière et heureusement qu'il n'avait pas abandonné à chaque fois qu'il loupait un tir. Et puis en plus, des fois, il en loupait, ça valait match à son équipe, quoi. Non, alors Federer, toi qui es numéro 1, en fait, pour être numéro 1, il a gagné que 60% de ses points. Donc, c'est pas énorme, toi. Mais 10%, enfin, je sais pas combien, mais en tout cas, suffisamment, enfin, pour être au moins à 50% pour gagner un match, mais suffisamment pour être numéro 1. Donc, heureusement qu'à chaque fois qu'il loupe un service ou autre, il ne s'est pas arrêté. Donc, c'est pareil pour votre perte de poids. C'est pas parce qu'il y a une semaine que vous avez payé que 200 grammes ou vous avez pris 100 grammes que tout est fini. Ça va être sur la fin, sur le long terme qu'on. Comme disaient nos grands-parents, ma grand-mère, elle disait c'est à la. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. C'est un peu la même approche au baseball. Les meilleurs joueurs réussissent uniquement 1 sur 3. Je ne connais pas du tout. C'est qui EP? EP, je ne sais pas qui tu es. Ah, c'était ok. Ouais. Pas baseball, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, j'imagine, ouais. Bah oui, parce qu'en plus, ils cherchent l'excellence. Donc, quand tu prends des risques, pas de grands résultats sans risque. Ah oui, bah oui, bah, ça revient à autre chose. C'est si tu veux quelque chose que tu n'as pas, il va falloir que tu fasses des choses que tu n'as pas. Ok, ça joue toujours, mais il faut prendre des risques si tu veux accomplir de grandes choses. Si tu restes toujours dans ta zone de confort, il va rien se passer. Souvent, toi, il y a des gens, ils m'appellent en appel et puis bon, j'ai besoin de réfléchir. J'y vais pas. Et parce que c'est inconfortable pour eux, ils ne vont pas prêts à prendre un risque de payer, de changer leur habitude. En fait, le plus grand risque qu'ils prennent, ça va être quoi au pire? Ça va être de ne pas réussir immédiatement. C'est le seul risque qu'ils prennent. Le plus grand risque qu'ils prennent, c'est de ne pas passer à l'action et de rester dans la même situation. Mais si tu veux avoir dans n'importe quel domaine, je pense qu'il faut que tu prennes des risques si tu veux faire quelque chose de grand, hein. Tu vois, j'en sais rien, mais joueur de foot, moi j'aime pas trop le foot, je joue pas trop, mais quand tu es un joueur de foot, capitaine, etc., quand tu décides d'aller tirer un penalty, tu prends un sacré risque, hein. Franchement, tu prends. Ouais, tu peux avoir la gloire. Tu marques, tu es, le meilleur, les caméras, machin, tout ça. Mais si tu loupes le penalty, tout le monde va te le reprocher, tout le stade va te le reprocher. 80 000 personnes. Tu vas te faire huer sur tous les réseaux, mentalement, tu fais perdre ton équipe, tu perds de l'argent. Il faut prendre la responsabilité de ça. Il y a des joueurs qui ne veulent pas la prendre, toi. Ils préfèrent rester dans l'ombre. Donc, chaque grande réussite demande de prendre des risques. Ok. Bon, mais c'est pas mal. On va les manger maintenant. Mangez bien, comme ma sens. Et bah, du coup, on se retrouve en août. Août, je ferai aussi mi-août, je pense, pour essayer d'avoir le maximum de monde. Merci de tous d'être présents parce que là, on était vraiment nombreux. C'est bien. C'est bien. C'est motivant parce que je prends du temps pour ça. Et donc, du coup, plus on est, mieux c'est pour les interactions. Ciao! Et donc, je vous mettrai le live si vous voulez le réécouter en vous entraînant. Passez une bonne soirée. Ciao!